It's important. What is your fucking question? Un bon exemple de la puissance du cinéma américain. C'est ainsi qu'Ingmar Bergman s'exprimait sur Magnolia. Un exemple que l'on aurait tendance à élargir à l'intégralité du cinéma de Paul Thomas Anderson, qui de Hard Eight à Licorice Pizza n'a cessé de représenter l'Amérique, de ses plus grandes réussites à ses plus grands échecs. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour ce nouveau format, ce nouveau concept, qui devrait nous accompagner pendant un certain moment parce qu'on va évoquer un à un les plus grands cinéastes. Donc il y en a une cinquantaine, au moins une cinquantaine a priori. Ça devrait nous prendre un certain moment. Et pour le premier d'entre eux, j'ai décidé de parler de Paul Thomas Anderson. Peut-être pas celui auquel on pense en premier quand on parle de grands réalisateurs, de grands cinéastes, mais c'est sans nul doute un des meilleurs de ces 25-30 dernières années. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me demander aujourd'hui comment Paul Thomas Anderson réalise un film. Et pour ça, on va se concentrer sur 10 points clés de la mise en scène, l'histoire, la direction d'acteurs et les personnages, les costumes, les décors, la cinématographie, la photographie, les couleurs, le montage, le mixage sonore, et enfin, la musique. Et si vous souhaitez accéder directement à l'un de ces outils de mise en scène, vous pouvez le faire directement dans les chapitrages de cette vidéo, que vous trouverez en description. Alors d'abord, l'histoire. Les films de Paul Thomas Anderson traitent tous des thèmes et des époques différentes. Les années 50, les années 70, le début du XXe siècle, et le temps présent. La particularité de ces scénarios, c'est qu'on croirait qu'ils sont tous tirés de faits réels, tellement ce qu'on nous raconte est précis. Et pour ça, il s'inspire de son expérience personnelle, de choses qu'il a réellement vécues. Son premier film démarre près de Las Vegas, une région dans laquelle il se trouvait au moment où il commence à écrire le scénario. Et selon lui, les dialogues sont venus d'eux-mêmes et ont développé cette histoire. C'est aussi la relation de Dirk avec sa mère dans Boogie Nights, la mort du père de Frank dans Magnolia d'un cancer, l'entourage entièrement féminin de Barry dans Punch Drunk Love, ou l'expérience de la Seconde Guerre mondiale dans The Master pour Freddy, comme pour le père d'Anderson. Sa manière de raconter des histoires, en les mêlant à des expériences personnelles, c'est ce qui rend par définition son cinéma unique, parce que lui seul peut les raconter, et c'est peut-être le point sur lequel il se distingue le plus des autres cinéastes, le scénario plus que la réalisation. C'est aussi le maître en la matière de faire des films dont on ne peut pas prévoir les événements à l'avance, et aux fins ambiguës, sans réponse précise. De manière très importante, son cinéma va contredire nos attentes, et tous ces films sont à peu près construits de la même manière. On est projeté dans un univers dont on ne nous explique pas les problématiques, et qui vont se développer plus tard, et les choses prennent réellement forme dans la seconde moitié. Prenons Phantom Thread par exemple. Dans la première partie, Reynolds apparaît comme un personnage fort et dominateur. On nous montre ses défauts et on nous présente Alma comme la victime, jusqu'à la scène du milieu du film, dans laquelle une dispute explose. Waiting for you to get rid of me. Et la seconde moitié du film présente les vices d'Alma, et on l'aperçoit différemment à présent, dans les séquences où elle parle avec un autre homme. Les scénarios de Paul Thomas Anderson sont donc des moyens d'observer les personnages sous un nouvel angle. Ils contredisent nos attentes et peuvent partir dans toutes les directions, et les fins sont volontairement ambiguës, afin de laisser au spectateur la liberté d'interprétation. Parlons maintenant de la direction d'acteurs et des personnages. Anderson déconstruit progressivement nos attentes bâties sur les personnages. Il déconstruit la masculinité du personnage de Frank dans Magnolia, lors d'une séquence dans laquelle son passé se confronte à la réalité. Et pour cela, Anderson utilise souvent les mêmes acteurs, dont les rôles contredisent souvent les précédents. La faiblesse de Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread pour s'opposer à sa violence dans There Will Be Blood. L'assurance de Joaquin Phoenix dans Inherent Vice pour s'opposer à sa recherche de repères dans The Master. Un exemple de la déconstruction d'un personnage se trouve dans son premier film, Hard Eight, ou Double Mise en français, avec Philip Baker Hall, qui interprète Sidney, un homme qui aide un sans-abri à retrouver de l'argent, et qui devient au fur et à mesure des années presque un père pour lui, une figure paternelle, avant qu'un simple coup de téléphone en pleine nuit ne change toute l'histoire, et le personnage est soudain confronté à son passé et à ses faiblesses. Les personnages des films d'Anderson sont souvent parfaits au premier regard, et c'est ensuite que l'on découvre leurs défauts et leurs vices.
Intéressons-nous maintenant aux costumes, et qu'est-ce qu'ils nous donnent à penser sur les films de Paul Thomas Anderson. Ce qui définit peut-être le mieux l'utilisation des costumes chez Anderson, c'est le contraste. Le contraste entre un sans-abri et celui qui lui offre un café dans Hard Eight, entre une surcouche de vêtements de couleurs et de styles différents d'un personnage en perte de repères, et le costume de pièces, classique, noir et blanc, d'un personnage qui lui apporte ses repères, mais dont le long manteau noir présage aussi du passé sombre du personnage. C'est aussi dans Punch Drunk Love, le contraste entre Barry et les autres personnages, avec son costume bleu qui reflète ses peurs à l'égard de la sociabilisation avec le monde, et parallèlement son désir de s'affranchir de son passé, en portant un costume qu'il n'a jamais porté avant, et qui est pour nous la seule et unique tenue qu'il porte durant le film. Une idée qui est d'autant plus évidente dans Inherent Vice, dans lequel Doc est un hippie après l'heure, avec un costume proche de celui de John Lennon à la même époque, qui contraste une nouvelle fois avec l'évolution du monde autour de lui, ce qui est d'autant plus évident lorsqu'il est confronté à la police. Les costumes participent aussi à établir l'excentricité du personnage, qui change de vêtements presque dans toutes les scènes. Anderson utilise donc les costumes comme une extension des protagonistes, et surtout comme le moyen de s'opposer à d'autres personnages, ces acteurs principaux portant souvent les tenues les plus excentriques du film. À présent, on va voir comment Paul Thomas Anderson utilise les décors dans son cinéma. Contrairement aux costumes, les décors ne sont pas utilisés pour créer un contraste avec les personnages, mais pour prolonger leur psychologie ou leurs émotions. Si l'on regarde cette scène de Licorice Pizza, dont on reparlera plus tard d'ailleurs, les décors incluent les personnages. D'un côté, on retrouve les couleurs chaudes des vêtements de Gary, et de l'autre, le bleu du téléphone qui se prolonge dans le papier peint sur le mur. Et dans un même temps, les deux décors s'opposent pour marquer la distance qui existe entre les deux personnages. C'est le même sentiment que l'on a avec le premier plan de Punch Drunk Love, ou encore quand Barry téléphone dans son appartement, il se fond à ce moment-là avec son décor, puis quand la situation se retourne contre lui dans la scène suivante, sa veste le fait sortir du décor. Mais l'utilisation des décors la plus notable se trouve dans Boogie Nights. On a très rapidement un aperçu de la grandeur des décors, avec un plan séquence qui passe de la rue à l'intérieur du club, dont la grandeur et les couleurs flashy renvoient au rêve de Dirk. Et quand Jack Horner le retrouve dans la cuisine, un environnement plus étroit dont les couleurs sont plus froides et ternes, le rêve de Dirk a disparu. C'est une idée qu'on retrouve avec le décor de sa chambre, qui est illustré par un panoramique sur ses posters de canons féminins, de voitures, de stars de cinéma. Et c'est un décor qui raconte véritablement une histoire, l'histoire du personnage que l'on va découvrir par la suite. Avec de simples décors, Paul Thomas Anderson nous donne matière à penser, il nous invite dans l'univers de ces personnages avec lesquels ils se font, mais qui peuvent aussi permettre de distinguer le changement dramatique entre deux scènes, ou l'espace qui sépare deux personnages. Intéressons-nous maintenant à la manière dont Paul Thomas Anderson filme ses récits. Comme pour le scénario, toute l'idée du film part souvent du premier plan, que ce soit le mystère de l'entrée de la vie de Sydney dans celle de John dans Hard Eight, à travers un long travelling avant, ou le plan séquence au début de Boogie Nights, qui annonce la virtuosité du personnage principal à faire son métier, ou encore le premier plan de There Will Be Blood, sur un paysage naturel, interrompu rapidement par un plan sur le protagoniste, Daniel, une pioche à la main, frappant la pierre, qui annonce déjà l'exploitation des richesses naturelles. Anderson explique aussi que c'est quelque chose de plus agréable pour les acteurs, qui ne doivent pas attendre plusieurs plans que l'histoire se développe. Le fait est qu'elle peut se développer en un seul plan. C'est ce qu'on retrouve dans le monologue de Tom Cruise, alias Frank dans Magnolia, un plan séquence de presque 3 minutes dans lequel le personnage perd pied progressivement à travers son discours. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des plans faussement fixes, dans lesquels il n'y a pas véritablement de mouvement de caméra, mais la caméra n'est pas non plus complètement fixe, c'est-à-dire qu'elle est portée et non pas posée. La caméra est toujours en mouvement, et c'est presque une partie du décor, parce qu'on remarque qu'à plusieurs reprises, on projette dessus des choses, le pétrole dans There Will Be Blood, le sable au début de The Master, ce qui a pour but de nous rappeler que l'on regarde un film à travers un objet, et quelque chose que l'on peut remarquer aussi, c'est la récurrence des travelling avant dans son cinéma.
Peut-être d'abord parce que c'est le premier plan qu'il ait jamais réalisé, que l'on remarque parfois à peine comme ce plan sur Tom Cruise. So what we're looking at here is a true rags to riches story. That's why people respond so strongly to Seduce. Because in the end of the day, Seduce may not be just about picking up chicks and sticking your cock in. It's about finding out what you can be in this world, defining it, controlling it, and saying, I will take what is mine. Ou qui sont très clairement visibles, comme ces plans qui s'enchaînent dans Magnolia. Anderson immerge le spectateur dans l'univers des personnages, sans qu'il s'en rende particulièrement compte d'ailleurs, qu'il approche parfois de manière trop intime, en étant caché vraisemblablement sous une table dans Phantom Thread. On s'introduit aussi dans le bureau du protagoniste dans There Will Be Blood. La caméra est pour Anderson un moyen d'avancer dans l'histoire, au sens propre comme au sens figuré, et une chose qui est particulièrement frappante, c'est l'utilisation du hors-champ pour jouer avec le spectateur et ses attentes une nouvelle fois. Prenons cette scène par exemple de There Will Be Blood, dans laquelle Daniel se présente aux habitants d'une ville. On ne nous montre que le visage de Daniel Day-Lewis pendant 2 minutes, sans nous montrer les habitants, que l'on entend pourtant râler en fond sonore. What is your offer? We're wasting time. Please. Alors que la caméra se concentre toujours sur le visage de l'acteur, parce que ce qui nous intéresse à ce moment-là, ce n'est pas la réaction des habitants, qu'on comprend avec le son, mais celle du personnage face à cette réaction justement. Pour Anderson, la caméra est donc un moyen de rentrer progressivement dans l'intimité des personnages, et de faire avancer le récit à travers des plans durant lesquels les enjeux dramatiques évoluent. Le hors-champ est aussi un moyen de défier nos attentes, de les repousser, de les anéantir. C'est sevrer le spectateur d'images pour accroître ses attentes. On va parler de la photographie à présent, et que retient-on des photographies dans son cinéma ? D'abord, Paul Thomas Anderson est l'un des rares réalisateurs à tenir lui-même le rôle de chef opérateur sur ses films, qu'il attribue à un travail collectif sur Phantom Thread, en l'absence de son chef opérateur habituel Robert Elswit, avec lequel il a collaboré dès son premier film. Anderson est aussi crédité de ce titre dans Licorice Pizza. Puisqu'il a commencé très jeune à tourner ses premiers films, c'est peut-être avec Kubrick, l'un des réalisateurs qui maîtrise le mieux ce domaine, capable dans ses films d'utiliser la lumière naturelle aussi bien que des projections de couleurs artificielles, de reconstituer les plaines de la Californie du début du XXe siècle, ou les lumières blafardes d'un supermarché du siècle suivant. Mais l'un des usages les plus marquants de la photographie dans son cinéma se trouve dans The Master, pour lequel il tourne avec une pellicule 70 mm, très utilisée dans les années 50, à l'époque à laquelle se déroule le film, mais qui n'avait pas été employée au cinéma depuis 15 ans. C'est un outil qui va donner au film une dimension esthétique très proche de l'aboutissement pictural des grands films des années 50 et 60, et parallèlement certaines scènes sont tournées en 35 mm, format pellicule plus standard, qui donne à ces scènes un aspect plus sale, selon le chef opérateur du film. Anderson utilise donc la photographie pour incarner une époque. En tournant tous ses films en pellicule, il développe un intérêt pour l'histoire, qu'il s'agisse de la grande histoire ou celle du cinéma. À travers les couleurs, Anderson retrouve un outil pour représenter les personnages. Si l'on pense à Phantom Thread, le personnage de Reynolds s'inscrit d'abord dans un camailleux de blanc et de couleurs aux teintes claires, qui montre à la fois l'apparente vitalité du personnage et sa maniaquerie, son désir de silence et de concentration. Mais lorsqu'Alma apparaît pour la première fois, elle porte une robe rouge pâle qui désigne parallèlement son irrévérence et son manque de confiance en elle. Les couleurs deviennent ensuite plus chaudes lors de leur deuxième rencontre, car chacun apporte de la vitalité à l'autre, et la robe d'Alma est à présent rouge vif. Boogie Nights est un autre bon exemple de l'utilisation de la couleur chez Paul Thomas Anderson. Alors que les couleurs sont vives dès le début, on nous présente l'ensemble des personnages dans un seul et même plan. Les scènes suivantes dans lesquelles les personnages sont isolés développent des couleurs plus ternes, des ambiances moins extravagantes. C'est l'association des personnages qui va nous donner des atmosphères plus colorées. Mais l'exemple auquel on va s'intéresser se trouve dans Punch Drunk Love,
On a déjà évoqué le costume bleu de Barry, qui s'isole des autres personnages et parfois du décor. Dans la première scène, ils se font particulièrement bien avec le décor, parce qu'il est dans un environnement familier. Mais lorsqu'il sort du garage, il est confronté à une interaction sociale, sa tenue le sort du décor, et c'est comme ça qu'il devient un personnage. Son costume bleu s'oppose également à la tenue de Lena, associée au rouge, qui ne sont pas deux couleurs complémentaires, mais deux couleurs primaires, qui définissent des personnages aux émotions brutes, qui vont finir par se compléter. Dans des interscènes, on retrouve aussi les effets visuels de Jeremy Blake, qui unissent ces deux couleurs tout au long du film, et régulièrement à travers certains plans des facteurs de flair, lens flare en anglais, qui diffusent des teintes bleues et parfois rouges ou roses. Chez Paul Thomas Anderson, la couleur est un outil pour raconter l'évolution des personnages ou des enjeux dramatiques du film, qui crée du sens à travers le contraste ou l'harmonie que provoquent ces couleurs sur le spectateur. On va maintenant parler du montage, et qu'est-ce qui rend le montage dans son cinéma si particulier, si unique. Et la chose qui définit peut-être le mieux sa manière de monter un film, c'est l'expérience du moment, le fait que la scène que nous avons sous les yeux n'est pas simplement une scène qui est projetée face à nous, mais auquel Anderson nous invite à participer. L'une des caractéristiques essentielles dans son montage, c'est soit de rester sur le même plan ou la même scène après le dernier dialogue, ou bien de nous inviter bien avant la première ligne de dialogue. Le fait est que l'on parcourt le film avec les personnages, que l'on suit selon leur perspective, et qu'ils vivent dans les scènes que l'on a devant les yeux, ce qui nous permet d'entrer dans l'intimité d'une scène. Pour ça, Anderson n'a pas recours à des moyens sophistiqués de montage, ce qu'il fait est minimaliste et toujours à hauteur des personnages que l'on suit. Un exemple de cette idée se trouve au début de There Will Be Blood, dans lequel les plans sont longs et serrés. Nous ne savons pas très bien ce que nous observons, mais nous vivons avec le personnage, et ce qui nous intéresse à ce moment-là, ça n'est pas le personnage et sa psychologie, mais ce qu'il vit. Quand il tourne quelques minutes plus tard, l'écran reste noir et silencieux pendant quelques secondes, avant les cris de souffrance de Daniel. Et ce noir a créé une distance dans le temps entre deux moments séparés par un silence. Plutôt que de rester sur le personnage, Anderson a choisi de montrer la distance temporelle entre les deux séquences, et plutôt que de montrer le personnage agonisant pendant toute une scène, cette séquence est réduite à un plan qui suffit à exprimer la douleur du personnage. Les montages de Paul Thomas Anderson sont donc minimalistes, qu'ils choisissent de rester avec les personnages pendant que la tension dramatique se crée, ou qu'ils choisissent au contraire de couper pour représenter le passage du temps. En ce qui concerne le mixage des éléments sonores, notre attention est souvent entraînée dans plusieurs directions à la fois. Anderson accumule régulièrement les sources sonores pour éparpiller notre attention, lorsqu'il n'est pas nécessaire de se focaliser sur un élément précis dans la scène. Un morceau de la bande originale est par exemple joué alors qu'on entend également le son d'une radio dans une voiture, dans Magnolia. Et c'est quelque chose de très rare au cinéma dans la conception sonore, surtout que les deux morceaux ne sont pas du tout sur le même ton, ce qui crée un contraste entre le son qu'écoutent les personnages et le son qui est réellement celui de la scène. Parce que même si celui qu'écoute le personnage est plus fort, ce qu'on entend en réalité davantage, c'est le fond sonore qui préexistait et qui continue même lorsqu'il arrête la musique, parce que c'est ce fond-là qui est le reflet des personnages. Mais une chose qui est aussi intéressante dans son cinéma, ce sont les silences,
ce qu'exige Reynolds Woodcock dans Phantom Thread, et qui ne font qu'accentuer les bruits en réalité, ou celui subi par les personnages de Licorice Pizza dans la scène du téléphone. Dans cette séquence qui met en scène la gêne que peuvent éprouver Alana et Gary l'un envers l'autre, le silence est le principal moteur de cette gêne justement, à la fois pour les personnages mais aussi pour le spectateur, avec un silence qui témoigne également de la distance qui sépare les deux protagonistes, et qui va mettre en avant chaque bruit parasite, le grincement des pas sur un parquet, le bruit des mouvements sur un canapé, la respiration. Et donc le silence, c'est ici à la fois le moteur et aussi un facteur de cette gêne, c'est à la fois la cause et la conséquence de l'embarras des personnages, et c'est aussi ce qui suspend une tension. Cette scène, c'est l'une de celles qui génère le plus de tension de tout le film, et le cinéma de Paul Thomas Anderson est tellement rempli de musique et de dialogue que les silences sont à la fois appréciables et redoutés. La manière pour lui de mixer le son, c'est donc d'accumuler les différentes sources sonores pour créer un contraste et véhiculer des émotions, et dans les moments de tension, de générer un silence qui parle à ce moment-là plus qu'un discours. Et enfin, la musique. La musique est toujours un moyen de provoquer des émotions chez le spectateur, qu'elle agisse en opposition aux images, ou qu'elle en soit la prolongation. La musique est certainement le meilleur moyen d'influencer la vision du spectateur sur un film. Dans Boogie Nights, les musiques s'enchaînent comme les morceaux d'un jukebox. Et apparaissent en fond sonore pendant presque toute la durée du film. Dans Punch Drunk Love, les expérimentations sonores incarnent bien le personnage et sa peur des relations sociales, alors que les harmonies plus classiques et plus aériennes nous indiquent le destin du personnage. Dans Hard Eight, la répétition du thème principal que l'on entendait lorsque Sidney déambulait dans le casino est répétée à la fin, cette fois avec un solo d'orgue. Qui renvoie à une dimension plus blues du morceau, et permet de créer un lien entre le passé et le présent du personnage, dans une scène dans laquelle le temps est suspendu par la musique. Les compositions de Johnny Greenwood agissent plutôt en opposition aux images. Dans Phantom Thread, la partition semblable à celle de Nelson Riddle dans Lolita de Kubrick, dont le romantisme s'oppose au personnage de Reynolds, sans pour autant être un usage ironique de la musique, donne au film une cadence que la musique confère plus aux images que l'inverse. Mais son usage le plus caractéristique se trouve dans Magnolia, avec la partition de John Bryan et les chansons d'Aimee Mann, que l'on retrouve dès le début avec la reprise de One d'Harry Nilsson, un morceau de 3 minutes sur l'album de la bande originale, qui dans le film dure près de 7 minutes, dans la séquence d'introduction des personnages, et c'est à cette fin que Anderson utilise la musique dans Magnolia, afin d'établir un lien entre les personnages. D'abord, on ne comprend pas réellement le rapport qu'ont les multiples protagonistes les uns envers les autres, mais la musique les fait exister dans un seul et même espace, comme si toutes les scènes se déroulaient au même endroit. Et un passage caractéristique de cette idée, c'est la séquence qui relie tous les personnages aux alentours du premier tiers du film, dans laquelle la même technique est utilisée pour une musique instrumentale cette fois, mais sur plus d'une demi-heure, qui est bien sûr interrompue à quelques reprises, mais la même musique accompagne en fond les personnages dans différents lieux, pendant plus d'une demi-heure, avec des cordes jouées en pizzicato, une technique qui consiste à pincer les cordes d'un instrument pour obtenir une note brève qui s'oppose à la longueur habituelle d'un violon par exemple. Et c'est une technique qui donne soit à la musique un effet aérien, lorsqu'il s'agit de notes aiguës aux tonalités plutôt majeures, mais qui peut aussi créer une tension, comme dans Magnolia, que l'on développe avec l'arrivée de gouttes sur le pare-brise d'une voiture, qui annonce la fin du film et qui unit finalement tous les personnages. Paul Thomas Anderson utilise donc la musique comme un outil pour renforcer notre compréhension des personnages plus que de l'histoire,
de leurs émotions à un moment donné, plus que de leur apparence. Voilà, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Ça a été un vrai plaisir de la faire. C'est un nouvel exercice qui demande beaucoup de travail, mais qui est vraiment passionnant pour moi en tout cas. J'espère que pour vous aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était un vrai plaisir pour moi, et j'espère que pour vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est un espace qui vous est dédié, donc profitez-en. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour la suite de la série sur Tarantino. Et d'ici là, je vous dis à très vite.